tous et merci de vous être connectés pour ce webinaire qui sera un webinaire consacré aux relations de la voix. Oh là là. Oh, bien, bonjour à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire qui est un webinaire consacré aux relations de la voix avec le soin. Et plus exactement, nous allons essayer d'expliquer en quoi la voix compte dans la relation thérapeutique. Alors moi-même, je suis soignante, je suis orthophoniste, j'ai travaillé 17 ans à l'assistance publique et j'ai donc constaté que le soignant, eh bien, la plupart du temps, n'a pas tellement conscience de l'impact que sa voix a sur le patient. Or, il faut quand même bien se rendre compte que vous, soignant, que vous soyez médecin, infirmier, orthophoniste, kinésithérapeute, aide-soignant, eh bien, vous communiquez bien évidemment avec le patient grâce à votre voix et les relations, la communication avec le patient est un paramètre extrêmement important dans le soin. Alors, c'est pourquoi on peut dire vraiment que vous êtes des professionnels de la voix. Qu'est-ce que c'est qu'un professionnel de la voix? Eh bien, un professionnel de la voix, c'est un professionnel dont la voix est l'instrument de travail privilégié et c'est le cas d'un tiers des salariés tels que les commerciaux, les politiques, les gens, les avocats, les procureurs, les instructeurs militaires. Enfin, il y a énormément de professions qui en fait sont des professions qui ne peuvent s'effectuer que grâce à la voix. Alors, vous voyez, j'ai noté que la communication était l'activité phare du soignant et effectivement, sans communication avec le patient, le soin ne pourrait avoir lieu. C'est un des pivots essentiels, n'est-ce pas, du soin, la relation thérapeutique étant presque quasiment aussi importante, voire plus importante que les traitements, opérations, etc. Bon, il ne faut pas dire ça, mais en tout cas, la relation thérapeutique est quelque chose de capital, en tout cas dans le succès des soins proposés aux patients. Alors, vous voyez, objectif de la communication thérapeutique, ben, qu'est-ce que vous avez souvent à faire? Eh bien, vous rassurer, vous apaiser, vous avez une activité de conviction, il faut que vous convainquiez le patient de faire son traitement, de se lever s'il doit se lever, de se reposer s'il doit se reposer. Vous devez bien évidemment parfois recadrer. Il y a des patients retors, il y a des patients irrespectueux, notamment dans les hôpitaux, c'est de plus en plus le cas. Vous devez expliquer pourquoi vous administrez un traitement, ce que vous êtes en train de faire, et bien évidemment, écouter. Alors, les situations de parole que vous rencontrez sont variées et diverses. Vous pouvez aussi être amené, dans le cadre de cette profession, à faire des présentations publiques à toute l'équipe soignante, à participer au staff avec les médecins, c'est-à-dire bien évidemment à faire le point de votre point de vue, à partir de votre spécialité, de ce que vous avez pu observer chez le patient tel et tel jour au cours d'une semaine. Vous pouvez bien évidemment former vos stagiaires, former les autres membres de l'équipe à telle et telle spécialité, et puis vous passez évidemment énormément de temps avec le patient, et là c'est en relation duel. Alors, je n'ai pas énormément de chiffres sur les difficultés orales que rencontrent les soignants, mais on sait que 80% des psychologues rencontrent des difficultés vocales et que la formation à l'expression orale chez les psychologues n'est que de 20% pour cette population de professionnels. Alors, depuis peu, chez les étudiants infirmiers des IFSI, eh bien, il y a pour ces étudiants l'obligation d'effectuer des actions de prévention auprès des élèves du secondaire, ce qui les oblige bien évidemment à avoir une formation, une sensibilisation à la prise de parole en public, à l'expression orale et par suite bien évidemment à la santé vocale. Alors nous, aujourd'hui, nous allons traiter plus exactement de la communication, de l'expression orale, de la communication avec le patient, en expliquant aussi pourquoi la voix, dans certains cas, peut faire défaut, peut être défaillante chez un patient, qu'est-ce qui provoque ces faiblesses et comment, bien évidemment, y remédier. Alors, je reviens tout d'abord sur la relation thérapeutique, qui est quelque chose de fondamental quand on s'occupe de la voix, quand on traite une question de communication. Eh bien, quels sont les fondements de la relation thérapeutique?
Alors d'abord, l'objectif de la relation thérapeutique, selon Rogers, qui était un psychologue américain, et bien qui est mort dans les années 80, c'est favoriser la croissance, la maturité en mobilisant les propres ressources du sujet et en lançant le processus. Et bien évidemment, vous n'allez pas nurser le sujet jusqu'à la fin de ses jours et que donc il faut petit à petit, il a été pris en charge, et bien il faut petit à petit le ramener à l'autonomie, le sortir des soins et petit à petit reprendre la route avec lui. Et c'est quelque chose de très important parce que c'est quelque chose, par exemple, qui n'existe pas après les cancers, après les traitements lourds des cancers, où les patients sont remis dans la nature sans aucune préparation et très souvent ils disent que c'est traumatisant pour eux. Donc il y aurait tout en amont, mais ça c'est une autre question, mais enfin il y aurait tout en amont un travail de préparation, de sensibilisation au retour à l'autonomie. Et ça, je crois que ça n'est pas que pour les cancers, c'est à peu près pour toutes les pathologies. Condition non négociable de la relation thérapeutique pour le patient, se sentir compris, aimé et respecté. Et ça est rendu possible par l'attitude d'empathie que vous connaissez normalement tous, c'est-à-dire savoir se mettre à la place de l'autre. Et là, on est dans l'empathie. Alors, quel est sur quoi va aussi fonctionner bien, cette relation thérapeutique? Elle va fonctionner à partir du transfert. Et c'est Freud qui a bien évidemment mis au jour, mis au jour, défini, conceptualisé cette notion de transfert. Qu'est-ce que c'est que le transfert? Eh bien, c'est un processus au cours duquel des sentiments ou désirs inconscients présents dans l'histoire du patient, notamment avec ses parents, eh bien, se trouvent reportés sur une autre personne. Ça veut dire que, bien évidemment, inconsciemment, quand la relation thérapeutique est fructueuse, quand tout se passe bien avec le thérapeute, eh bien, ça veut dire que vous, inconsciemment, la plupart du temps, le patient projette l'estime, projette les sentiments qu'il projetait sur ses parents, mais il peut bien évidemment projeter à la fois des sentiments positifs ou des sentiments négatifs. Et donc, c'est quelque chose qui est constamment présent et je veux dire vraiment que c'est quelque chose de dangereux parce que les forces inconscientes du patient sont au sein de cette notion et qu'elles peuvent bien évidemment venir jouer dans la relation thérapeutique, dans le succès du traitement, dans l'administration du traitement, dans l'attitude du patient vis-à-vis de vous. On est vraiment au cœur de ça. Et le transfert est quelque chose de fondamental, de très important, qui peut être quelque chose, bien évidemment, de dangereux. Donc, il faut savoir que vous manipulez ce transfert et que, bien évidemment, la voix au cœur de ce qui se passe au niveau de ce transfert, la voix est quelque chose de capital, parce que c'est avec elle que vous communiquez et c'est avec elle que, notamment, le transfert va s'installer. Voilà, donc n'oubliez jamais ça parce que nous sommes en plein dedans. Lorsque nous saluons un patient que nous n'avons jamais vu, dans les secondes qui suivent, nous rentrons là-dedans. Et c'est quelque chose de très passionnant, mais de très, très sensible, névralgique et aussi également dangereux. Donc, il faut apprendre à le manier. C'est ce que les psychologues, les orthophonistes aussi font. Et normalement, les médecins, enfin tout personnel d'ailleurs soignant, mais ils sont plus ou moins formés. Alors, comment imagineriez-vous justement la voix idéale du patient? Comment l'imagineriez-vous et tentez de la caractériser? Qu'est-ce qu'elle est pour vous, la voix idéale de ce patient, de ce soignant, pardon? Qu'est-ce que cette voix idéale et qu'est-ce qu'elle ne doit pas être absolument? Je vous ai noté quelques adjectifs qui correspondent, qui souvent sont utilisés pour caractériser la voix. Donc, vous voyez, il y a stridente, facile, sonore, douce, grave, médium, veloutée, fraîche, jeune, mélodieuse, aiguë, rauque, voilée, etc. Donc, je vous invite à, songer, entrer un peu en vous et essayer d'imaginer pour vous la voix du soignant, ça serait quoi? Et ça ne serait surtout pas quoi.
Donc, caractérisez-la. C'est à vous. Et continuons. Alors, comment fonctionne la voix? J'irai très rapidement. En fait, l'appareil vocal est constitué de 3 étages. Je vais revenir un peu en arrière. L'appareil vocal est constitué de 3 étages et il ressemble à un klaxon à l'ancienne. Vous aviez une grande poire à air en bas de l'instrument, en bas de l'outil. Il était surmonté d'un petit tuyau. Tout en haut, il y avait un sifflet et il était terminé par un grand ampli en cuivre ou en laiton doré en général, très joli. Donc, ça faisait un peu ce bruit-là. On appuyait sur la poire à air et ça faisait pou, pou, comme ça. Donc, là, vous avez exactement la même chose dans le corps, c'est-à-dire qu'en bas, vous avez les poumons, les bronches, la trachée. Tout en haut, vous avez le larynx qui surplombe la trachée dont il est la continuité. Dans le larynx, eh bien, vous avez les 2 replis, 2 cordes vocales, qu'on appelle aussi plis vocaux parce que ça constitue, vous voyez, j'en ai fait un peu le dessin, ça constitue un renflement à la paroi interne de la trachée. Et puis bien tout en haut, vous avez notre visage dont certains éléments vont avoir pour fonction d'amplifier et d'articuler la voix. Et ce sont les fosses nasales, la bouche avec la langue, le palais, les arcades gingivo-dentaires, etc. et le pharynx tout au fond. Donc ça veut dire que eh bien, cet instrument à faire des sons fonctionne grâce à un générateur d'énergie aérienne, grâce à un vibrateur et un des résonateurs. La fonction, ça veut dire que ici, en fait, je prépare mon son, ici, j'émets le son, et ici, j'amplifie et j'articule le son. Alors, si on avance un peu, eh bien, on voit que ça va se passer comme ça pour qu'un geste vocal, pour qu'une voix soit harmonieuse, en fait, pour qu'une voix soit harmonieuse, eh bien, il va falloir qu'il y ait une harmonie équilibrée entre les 3 étages, la soufflerie, le vibrateur, les résonateurs. Et c'est ce qu'on appelle, bien évidemment, certains connaissent peut-être déjà, il faut respecter l'équilibre abdomino-diaphragmatique, c'est-à-dire l'équilibre entre les muscles abdominaux qui sont expirateurs et le muscle et le diaphragme qui est le muscle inspirateur. Il faut qu'il y ait donc ensuite un équilibre entre eh bien, le souffle, ce qu'on appelle donc pneumo, et les cordes vocales, ce qu'on appelle l'équilibre pneumoglotique, et ensuite entre le vibrateur et les résonateurs. Ces 3 étages ont des forces différentes qui souvent sont antagonistes. Pour que le geste vocal soit harmonieux, il faut pouvoir mettre ces 3 étages dans une synergie d'action harmonieuse. Voilà, c'est comme ça en fait que eh bien, le geste vocal va être facile, que la voix va être harmonieuse, agréable. Alors, vous voyez, c'est en fait l'appareil vocal, tout ça est l'appareil vocal, et la façon dont vous agencez, dont vous utilisez les différents étages, eh bien, c'est ce qu'on va appeler le geste vocal ou encore le geste phonatoire, de phonet qui est le son. Voilà. Alors, nous continuons, et ce n'est pas forcément évident, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui va entrer en ligne de compte dans un geste vocal harmonieux? Eh bien, la respiration, la manière dont vous faites rencontrer la respiration avec les cordes vocales et ensuite, comment vous utilisez votre bouche, votre langue, vos lèvres, mais aussi la forme de votre visage, la morphologie de votre visage, parce que les cavités de bouche, de nez, etc. ne seront pas les mêmes chez tout le monde et cela a un impact. Et puis, bien évidemment, vous voyez bien que cet instrument vocal eh bien, se tient debout, puisque nous sommes des homo sapiens, se tient debout. Et donc, il est évident que si vous vous tenez voûté, couché, vautré ou très raide, eh bien, ça aura un impact sur la manière dont vous respirez, ça aura un impact sur vos cervicales qui se trouvent à 2 cm des cordes vocales, ça aura peut-être aussi un impact sur la façon dont vous ouvrez la bouche notamment. Donc, voilà tous les paramètres qui vont rentrer dans la réalisation d'un geste vocal harmonieux. Alors, la voix, c'est une fonction qui nous permet de faire des sons
Un son est caractérisé par la hauteur, l'intensité et le timbre, hein, aussi par la durée. Alors la hauteur, eh bien, par exemple, là, je suis à une hauteur moyenne. Si je me mets à parler comme ça, je suis dans une hauteur plus aiguë. Et si je parle comme ça, eh bien, je suis dans le grave. L'intensité, je peux, par exemple, être là, je suis dans une hauteur moyenne et je ne parle pas très fort. Là, je reste dans une hauteur moyenne, mais j'accentue un peu plus l'intensité. Voilà. Donc, on a des tas de modulations possibles, sachant que le timbre, eh bien, est notre signature vocale. Nous n'avons pas du tout le même timbre les uns et les autres, même deux femmes du même âge faisant le même métier et prises le même jour au même moment, eh bien, n'auront pas le même timbre parce que le timbre, c'est vraiment notre signature vocale et qu'il dépend aussi beaucoup de la tonicité des cordes vocales, de notre corps et de la configuration, la morphologie de notre visage. Alors, donc, quels vont être les points très importants à surveiller pour le soignant? Eh bien, tout d'abord, la maîtrise du stress. Il faut savoir que vos cordes vocales qui se trouvent derrière la pomme d'Adam, ici, au nombre de 2 à l'horizontale, qui s'ouvrent et se ferment des centaines de fois par seconde à l'arrière, eh bien, les cordes vocales sont des muscles. En profondeur, vous avez du muscle, hein, c'est un muscle, et que ce muscle, eh bien, va être très, très réactif à notre état émotionnel, parce que c'est un sphincter. Les cordes vocales constituent un sphincter, tout comme l'anus, ici, le vagin, les lèvres, les narines. Ce sont des sphincters. Et vous savez que les sphincters s'éduquent d'une part, et les sphincters sont évidemment totalement connectés à l'inconscient du sujet. Et donc, bien évidemment, tout ce qui est émotion va venir jouer sur le fonctionnement de ce sphincter. Donc, il faut savoir que le stress va avoir un impact considérable sur votre voix et que les soignants sont des gens extrêmement stressés par les situations qu'ils suivent, hein, par souvent le temps qui est redoutable, hein, c'est-à-dire que l'hôpital est un lieu où on vit avec le temps, est un lieu où on lutte contre le temps pour sauver les gens, pour soigner les gens, pour aller plus vite que la maladie. C'est aussi un lieu où il y a de moins en moins de personnel, avec des personnels qui sont parfois plus très compétents. Et donc tout ça fait que à l'hôpital, la qualité de vie des professionnels est en train de beaucoup baisser, beaucoup diminuer, et que eh bien, les professionnels soignants sont souvent soumis donc à un stress, à la fois purement un stress qui est vraiment relationnel avec le patient, mais à un stress aussi qui est lié à une tâche de travail, à une charge de travail importante, et puis quelquefois aussi un stress qui est lié avec qui est en rapport avec les collègues. Alors, c'est quoi le stress? Eh bien, la réaction de stress, vous le voyez, est provoquée par un déséquilibre entre deux perceptions, la perception d'une demande qui nous est faite et la perception des moyens à notre disposition pour y répondre. Ça veut dire que quand on se sent dévasté par le stress et le stress négatif, puisqu'il existe un stress positif, eh bien, c'est qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et là, ça engendre des sentiments extrêmement négatifs, des sentiments très durs à vivre, tels que l'angoisse, la panique, hein, bien évidemment, et qui vont se répercuter sur la manière dont vous gérez votre voix, la façon dont vous respirez, même aussi parfois la façon dont vous articulez. Tout ça va venir s'enquister dans votre geste vocal. Vous voyez, c'est ce qui est écrit ici, toute tension émotionnelle, tout de conflit, dilemme va créer un stress, qui va être perceptible dans le corps. Vous voyez, la voix qui monte, qui se bloque. C'est souvent des voix un peu comme ça, là, vous voyez. Mais enfin, madame, chose, levez-vous. Et là, on est, allez, on va se lever. Et là, on est dans une voix serrée, criarde, stridente, qui est souvent le cas chez les soignants, qui est révélateur souvent de stress, de beaucoup de choses hein, chez le soignant. Parfois de colère, parfois d'énervement, d'impuissance, etc. Bon. Et ça va générer, cette voix, eh bien, va générer cette voix qui vous permet d'agir sur autrui. Hein. Le fait de soigner les gens correspond à une action sur eux. Et cette action est véhiculée par la voix. Eh bien, cette voix va donc générer des réactions chez vous et également chez le patient qui ne vont pas toujours être appropriées.
voyez, là, on a encore le parcours du stress. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Donc, l'intelligence émotionnelle du soignant en action, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, la première des choses, il va falloir s'auto-observer, identifier l'émotion. Beaucoup d'entre nous ne savent plus quelle est leur émotion, ne savent pas la verbaliser, ne savent pas, n'en sont même pas conscients la plupart du temps. Utiliser, mettre en place tout de suite des réflexes de détente, décrypter la situation, la tête froide, pour prendre les décisions qui nous paraissent les mieux adaptées et être dans l'action et non pas dans la réaction. Donc, dès maintenant, si vous voulez bien, on peut faire quelques petits exercices qu'il serait bien de faire de manière quotidienne, 5 minutes tous les jours. Y penser quand on a le temps, même pas le faire, y penser parfois. C'est le meilleur moyen de commencer. Alors, voilà comment peut-on faire. Eh bien, pour se mettre en condition et pour donc préparer ça. Alors, pour le stress, bien évidemment, vous avez des méthodes qui sont des méthodes psychocorporelles telles que le yoga, telles que la méthode Feldenkrais, la méthode Alexander. Il y a énormément de méthodes, la relaxation, la sophrologie, qui vont vous aider à vous détendre et notamment à détendre la voix, à faire pour que la voix soit beaucoup plus agréable et la relation évidemment beaucoup plus fluide. Donc, je vous conseille bien évidemment si vous vous sentez concerné, eh bien, de vous diriger vers ces méthodes qui constituent vraiment d'excellents tuteurs, d'excellentes béquilles au déséquilibre émotionnel du soignant. Alors maintenant, au niveau vocal, bien évidemment, comment faire pour, par exemple, si vous vous reconnaissez dans ces voix un peu comme ça, mais monsieur, allez, on va se lever, etc. Si vous reconnaissez là-dedans, eh bien, il va falloir effectivement vous détendre. Et puis, il va falloir essayer d'aller à la rencontre de votre vraie voix, qui n'est pas forcément cette espèce de voix stridente, trop forte et un peu cinglante qu'on envoie aux patients quand on rentre dans les chambres ou quand on lui administre son traitement. Alors, eh bien, préparer la voix, ça va être quoi? Ça va d'abord être réveiller l'énergie corporelle. Alors, c'est très facile, vous voyez. D'abord, on peut bouger les épaules, on peut s'étirer, très bon pour la voix, on peut s'étirer, monter les paumes de main au plafond, étirer ses bras, on peut tapoter son visage, ensuite tapoter son visage. Voilà, on ferme les yeux, on tapote le front, on essaie de se représenter ensuite son visage. C'est comme si on faisait un peu venir on prenait contact avec sa peau et être peau contre peau, la peau des doigts sur la peau du visage est quelque chose qui va réveiller, qui va nous réveiller et qui va aussi mettre le cerveau en état de produire des informations. Voilà, le menton, au-dessus des lèvres, autour du nez. Et la mâchoire aussi, le menton très important. On peut descendre un peu plus bas au niveau du cou et puis venir aussi un petit peu assouplir sa nuque près de laquelle se trouvent les cordes vocales, 2 cm derrière les plis vocaux. Et puis on peut bien évidemment respirer un peu, prendre conscience qu'on est un être qui respire. Et puis, c'est souvent le matin qu'il faut préparer sa voix et bien déglutir, bien manger, c'est-à-dire s'hydrater, déglutir lentement, manger, prendre le temps de faire ça. Assouplir les résonateurs qui sont le lieu où la voix va sonner, on l'a dit tout à l'heure, qui vont articuler et amplifier la voix, donc mâchoire, pharynx, fosse nasale. Donc, je vous conseille, ma foi, par exemple, près des oreilles, de ouvrir lentement et refermer lentement la mâchoire, comme ceci, sans faire ça. Ça ne marche pas. Et au contraire, vous imaginez que vous avez des élastiques entre la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure et que vous allez étirer lentement ces élastiques sans crisper les muscles qui sont là, sans mobiliser les muscles qui sont près de cette articulation temporomandibulaire. Donc, on va ouvrir lentement et refermer. Et ne cherchez pas à faire grand, ne cherchez pas à faire un record, un exploit, une performance, non.
essayez de trouver le geste correct, adéquat. Voilà. On peut aussi, bien évidemment, tirer la langue, mais pas la tirer comme ça, la laisser lourde, déborder et venir se poser sur la lèvre inférieure. C'est très bon pour détendre la gorge. Et puis vous pouvez, ma foi, pendant que vous vous étirez, vous pouvez bâiller et faire oh, comme ça, faire des petits sons sur l'expiration du bâillement. Alors, si vous avez l'impression que votre voix ne porte pas, que c'est pour ça que vous avez pris l'habitude dans cette profession de soignant de parler très très fort, eh bien, je vais vous montrer comment parler un peu. Je vais vous montrer comment faire résonner la voix, mais sans avoir une voix nasillarde ou une voix stridente ou une voix aigrelette. Hein. Vous allez dire une phrase, par exemple, « Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court ?» À vous. Encore une fois, pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court? Très bien. Essayez de voir ce que vous entendez, comment vous avez fait, comment vous vous débrouillez avec votre langue, avec votre lèvre, avec vos mâchoires. Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court? À vous. Très bien. Vous allez maintenant faire comme si faire ce bruit que l'on fait lorsque quelque chose sent bon ou est bon à déguster. Faire mmm. Par exemple, on fait mmm, mmm. Voilà, faites-le. Et maintenant, voilà, très bien. Et maintenant, prenez vos deux mains ensemble et mettez-les devant votre nez et votre bouche. Voilà. Et vous allez faire le mmm à l'intérieur de vos mains. Mmm. Écartez bien les coudes pour ne pas vous avachir. Mmm. 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 À vous. Très bien. Maintenant, vous allez enchaîner mo. Mo. À vous. Et essayez de changer de hauteur, c'est-à-dire passer du grave à l'aigu. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Mo. Mo. À vous. Très bien. Maintenant, vous allez faire ces sons et tenir le haut en enlevant les mains et en les remettant. Vous enlevez, vous remettez. Changez de hauteur. Et voyez ce que vous entendez, voyez ce que vous ressentez. Vous pouvez aller un petit peu plus grave. À vous, testez sur 3 hauteurs différentes. Médium, un peu plus aigu, un peu plus grave. Voyez ce qui se passe, essayez de sentir et d'écouter. Et maintenant, vous allez dire votre phrase dans la main. Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court? À nouveau. Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court?
À vous. Écoutez bien, sentez bien ce que vous faites. Encore une fois. Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court? Ôtez maintenant vos mains et dites la phrase sans les mots. Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court? Qu'est-ce que vous constatez? Et notamment sur ma voix, que constatez-vous? Eh bien, si je ne me trompe pas, ma voix est un peu plus sonore et plus claire. Alors, vous allez pouvoir aussi respirer. Je vous conseille, par exemple, tous les soirs de vous allonger sur un petit tapis par terre et de respirer en mettant votre main tout d'abord en dessous du nombril, au-dessus du nombril, en mettant vos deux mains sur les côtes, ensuite en mettant une main sur la poitrine et les pouces et la main sous les aisselles des deux côtés. À chaque fois, à chaque étape, prenez quelques temps pour voir si le souffle vient s'engager là. Comment vous pouvez caractériser votre souffle? Et à la fin de l'exercice, voyez comment vous respirez. Non seulement comment vous respirez, mais également comment vous tenez, comment votre cage thoracique se tient, comment se placent vos pieds et comment, évidemment, le son, comment vous parlez. Essayez de faire ça très régulièrement. C'est un excellent exercice contre le stress pour le souffle et la posture. Et puis, justement, entraînez-vous à vous placer d'une manière qui soit la plus efficace pour justement la place de voix, hein, placer le corps pour placer la voix et voyez ce qui se passe. Il faut savoir que les capteurs d'équilibre, ce sont les orteils, les talons, les muscles des yeux et de la mâchoire. Ce ne sont pas les oreilles, contrairement à ce qu'on croit. Alors, bien évidemment, pour soigner, eh bien, il convient d'adopter le bon comportement vocal. Et ce comportement vocal va être, et bien évidemment, doit vous permettre de moduler en hauteur, en intensité. Il doit vous permettre aussi de moduler le débit, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous parlez. Vous n'allez pas vous adresser à tous les patients de la même manière, avec les mêmes intonations, et surtout, vous n'allez pas faire face aux situations thérapeutiques avec la même intonation, avec la même intensité, etc. Donc, il est important de savoir moduler la voix en fonction de la situation thérapeutique. Articulez bien avec une mâchoire souple et une langue très mobile. Hein. Articulez les sons de la langue, mâchoire souple, langue et mâchoire mobile et souple. Restez vers le haut quand vous parlez, c'est-à-dire n'allez pas vers le bas. Hein. Si vous faites par exemple « Monsieur, voulez-vous coucher ?» c'est parce que vous cherchez à parler fort et vous tirez sur votre cou, vous tirez sur le menton, vous remontez le menton. Ça, c'est le forçage vocal. C'est ça qui va provoquer une intensité désagréable et un timbre agressif. Hein. Donc, quand vous parlez, restez un peu noble, un peu aristocratique, restez bien vers le haut, respirez quand vous parlez et ne bloquez pas les sons pour faire le souffle, l'air pour faire les sons. Hein. C'est-à-dire que si vous dites, je ne sais pas, Agathe, veux-tu te tenir tranquille? Eh bien, vous n'allez pas faire Agathe, ça, c'est délétère pour la voix. Il faut au contraire penser que vous dépensez l'air et le son en même temps, et ne bloquez donc pas pour pousser ensuite sur l'air. Ne bloquez pas l'air pour pousser sur lui ensuite. Hein. Dépensez le son avec l'air en même temps. Et surtout, ne pensez pas que le son va devant, hein, parce que lorsque vous vous adressez à un patient avec une voix qui est trop forte ou une voix un peu agressive ou stridente, hein, qui est désagréable, eh bien, c'est comme si vous crachiez le son sur le patient.
Or, il est important pour ne pas avoir cette espèce de violence relationnelle avec le patient, de penser que la voix reste en vous. C'est le corps que vous allez faire résonner et vous pensez à envoyer la voix beaucoup plus finalement derrière vous, dans votre crâne à l'arrière, plutôt que dans votre bouche vers l'avant. Tout ceci se travaille et peut se travailler correctement avec une orthophoniste spécialisée en voix vers laquelle vous aura envoyé un ORL ou un phoniatre. Et puis, bien évidemment, se taire, c'est le patient que vous devez écouter. Et donc, dans la relation thérapeutique, l'écoute est primordiale, comme nous allons le voir comme nous allons le voir tout de suite. Pour optimiser la relation thérapeutique et la communication en situation de soins, la première des choses, eh bien, c'est de souvent écouter. Alors, comment faire? Je vais avancer pour mieux communiquer avec les patients. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que Porter, qui est un autre psychologue, qui était d'ailleurs le disciple de Rogers, eh bien, il est mort en 1987, eh bien, Porter avait déterminé, avait isolé, identifié, on va dire, plusieurs attitudes d'écoute. Il est probable qu'en tant que soignant, vous allez être dans l'attitude de soutien. L'attitude d'évaluation permet, c'est par exemple si l'on vous dit, par exemple, je vous dis, oh là là, je vais chercher l'enfant à l'école ce soir. Eh bien, une attitude d'évaluation va correspondre à tu vas encore te fatiguer, tu vas encore chercher à te fatiguer. Voilà, donc là, je juge la personne. L'interprétation, je vais chercher l'enfant ce soir, ça va être ah, tu veux absolument qu'il t'aime. Ça, c'est une interprétation. J'essaie à l'avance de savoir ce qui est dans la tête de mon interlocuteur. Donc, ça sous-entend plus ou moins que lui ne sait pas ce qu'il dit, qu'il ne connaît pas ses intentions profondes, alors que vous les connaissez. La suggestion, ça serait par exemple, je vais chercher l'enfant ce soir à l'école, eh bien, ça serait, la suggestion, ça serait, pourquoi n'attends-tu pas, la fin de l'étude? Par exemple, c'est une suggestion. Et puis, vous pourriez aussi lui dire, tu devrais envoyer un taxi le chercher tous les jours. Donc là, on lui trouve une solution. On est dans la solution. On dit tout de suite, on donne à l'interlocuteur une solution. Vous pouvez être dans l'investigation, mais pourquoi vas-tu chercher cet enfant ce soir? C'est évidemment une attitude très fréquemment employée parfois par les soignants qui cherchent à savoir quand avez-vous fait ci, à quel moment ça a commencé, pourquoi, quand est-ce que ça cesse, etc. Et puis enfin, on a l'empathie qui est juste l'écoute. L'écoute inconditionnelle, sans condition, avec le respect sans condition du patient. Donc, il faut savoir qu'en tant que soignant, vous êtes beaucoup dans le soutien. Le soutien, c'est mais non, c'est pas grave, ça va aller mieux, etc. Vous êtes dans l'investigation. Alors, vous avez eu mal quand, à quelle heure, etc. Et vous êtes aussi beaucoup dans la suggestion, c'est-à-dire, eh bien, prenez un cachet, ça ira mieux. Bon. Mais on va dire que quand même, votre tendance principale, c'est le soutien, parce que sans ça, on n'est pas soignant, c'est la relation d'aide. Alors, Rogers et Porter ont dit que la façon la plus harmonieuse et la plus, efficace tout en étant la plus douce était de pratiquer l'écoute active, c'est-à-dire qui consiste à écouter son interlocuteur avec attention et à lui retourner ce qu'il dit sans interpréter, sans juger, sans aucune des situations des attitudes d'écoute citées précédemment. Alors, quels sont les outils de l'écoute active? Les 5 impératifs, les outils de l'écoute active. Eh bien, c'est d'abord l'accueil. Accueillir l'autre tel qu'il est. Être centré sur ce que l'autre vit et non pas sur le traitement ou la maladie. S'intéresser à la personne plus qu'à son problème lui-même.
montrer à la personne qu'on la respecte et être un miroir de ce que le patient vous dit en vous faisant l'écho de ce qu'il vous a transmis. C'est-à-dire que vous allez, eh bien, ma foi, reformuler très fréquemment ce que le patient a dit. Et voici donc les 4 outils de l'écoute interactive: le questionnement, interroger, hein, et là c'est sûr qu'on est dans l'attitude d'investigation, reformuler, redire ce qui a été exprimé. Là, on est dans l'empathie et dans l'écoute active. Le silence, vous écoutez, là aussi, écoute active. Et la synthèse, c'est-à-dire pour marquer la fin d'une séquence de communication, eh bien, ma foi, reformuler le plus précisément possible ce que le patient vous a exprimé. Donc, si on veut améliorer les relations thérapeutiques, bien évidemment, il faut approfondir l'empathie, apprendre à contenir de plus en plus, davantage, en étant dans ce silence, dans ces reformulations, et en faisant quelque part le vide un peu en soi, hein, on est un peu là-dedans. Hein. Voilà, tout en ayant bien en tête le dossier du patient, donc ce qu'il dit, l'anamnèse, les dates, etc. Voilà. Donc là, c'est vraiment les outils de l'écoute active. Ce qui peut aider aussi, favoriser la communication du soignant, eh bien, c'est l'assertivité. L'assertivité, c'est une philosophie de communication qui prétend en fait qu'on peut très bien s'affirmer soi-même sans écrabouiller eh bien, l'interlocuteur. Et ça permet d'intégrer, enfin ça repose sur l'intégration de techniques qui permettent de gagner en respect de soi tout en respect et de l'autre. Il existe des stages fréquents d'assertivité qui peuvent rendre vraiment service aux soignants, pas que dans sa relation thérapeutique, mais également dans les relations avec la hiérarchie, avec les médecins, avec les chefs de service, avec les cadres, etc. Alors, par exemple, comment gérer les paramètres acoustiques, donc hauteur, intensité, timbre de sa voix, dans les situations suivantes? Alors, par exemple, si vous saluez un patient, que faites-vous? Il est conseillé si vous voulez entrer dans une communication qui soit satisfaisante pour le patient, il vaut mieux lui parler une fois que vous avez arrêté de bouger, hein, surtout si vous avez des choses importantes à lui dire. Donc, soit vous le saluez en entrant dans la chambre, soit vous rentrez dans la chambre, vous fermez la porte, vous venez vers lui et vous le saluez. Alors, on n'a pas toujours le réflexe de faire ça. Ça peut être un peu solennel et l'inquiéter. Donc, tout va dépendre, vous voyez, l'entrée dans la chambre est capitale, tout va dépendre de l'atmosphère que vous voulez mettre à cet entretien. Est-ce que vous allez lui annoncer une bonne nouvelle? Est-ce que vous allez lui annoncer une mauvaise nouvelle? Est-ce que vous allez le réprimander, entre guillemets, parce qu'il n'a pas pris son traitement comme il fallait ou parce qu'il est irrespectueux avec le personnel, par exemple? Qu'est-ce que vous voulez faire de cet entretien que vous allez avoir avec le patient? Est-ce que c'est juste un soin, une routine habituelle? Y a-t-il une routine dans les soins d'ailleurs, hein? Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Et si vous êtes dans l'intimité avec ce patient, eh bien, il va falloir faire tout de manière lente, vous approcher de lui lentement, vous asseoir près de lui, fermer la porte et commencer à parler d'une manière qui sera intime, c'est-à-dire avec un timbre, avec une hauteur moyenne, une intensité moyenne et un débit de parole plutôt lent. Si vous, au contraire, vous devez le réprimander, eh bien, vous allez rentrer, fermer la porte, vous asseoir, et là, augmenter l'intensité de la voix, surtout sans partir dans les aigus, et lui parler aussi de manière relativement lente. Cependant, je vous conseille de ne pas rester sur une forte intensité longtemps, hein, sous peine de vraiment rentrer dans quelque chose de violent et qui serait probablement inutile. Hein, vous rentrez, vous haussez un peu le ton sur une ou deux phrases et ensuite c'est terminé, vous reprenez une intensité moyenne, un débit moyen et une hauteur moyenne. Si vous devez expliquer quelque chose au patient, eh bien je vous conseille de, ma foi, de vous arrêter de bouger, hein, parce que
le patient va toujours regarder en premier. Il écoutera en dernier. Il regardera d'abord, il entendra le son de la voix ensuite et il comprendra les mots en dernier. Donc, je vous conseille ma foi, eh bien, si vous lui expliquez quelque chose, de rester immobile, fixe, et de lui parler avec un rythme lent, une hauteur et une intensité moyenne, et avec des mots, bien évidemment, qui sont à sa portée. Et ça, c'est toujours compliqué d'obtenir ça des soignants qui parlent souvent avec un langage technique, alors que le patient, lui, a besoin qu'on se mette à sa hauteur. Ça, c'est, surtout les médecins, c'est compliqué. Si vous devez rassurer quelqu'un, si vous avez à rassurer un patient, eh bien, vous allez vous asseoir près de lui, vous rapprocher de lui, parler avec une voix feutrée, douce, un débit calme, très lent et une intensité relativement faible. Mais vous pouvez bien évidemment aussi le rassurer en étant gai, en étant enjoué. Et dans ce cas-là, votre voix va monter un peu, la hauteur de la voix va monter un peu, l'intensité va monter un peu. Et vous allez à la fois passer du solennel au léger, peut-être au ludique, au gai. Et ça, c'est peut-être pas une façon de rassurer quelqu'un, mais en tout cas, c'est une façon de le distraire. Comment faire pour réveiller, par exemple, un patient ou un auditoire? Eh bien là, vous allez faire le feu d'artifice. C'est-à-dire qu'il va falloir aller dans l'aigu, dans le grave, jouer du rythme de la voix, mettre des mots en lumière, des mots en valeur, faire des silences. Vous allez écouter et regarder votre auditoire ou le patient pour le surprendre. Rebondir sur tous les retours de votre assistance ou du patient inimaginable. Voilà, ça c'est comment réveiller, c'est ce qui est le plus difficile à faire, qui demande le plus d'énergie, mais qui est le plus amusant. Et comment faire, par exemple, pour calmer un patient qui panique? Évidemment, on a toute une pharmacopée spécialisée qui n'est pas toujours très, très bénéfique et pas toujours d'ailleurs très efficace, mais quelquefois qui marche très bien. Mais on a aussi des moyens, justement, par les sons et les sons de sa voix. Donc, calmer un patient, ça va vouloir dire baisser l'intensité, ralentir le rythme. Ça va vouloir dire avoir une voix de plus en plus douce, surtout rester dans la hauteur, enfin dans la douceur. Et il va falloir s'approcher du patient. Ça, c'est vraiment très important pour calmer l'angoisse. Chez certains, chez les jeunes enfants, vous pouvez aussi également chanter. C'est quelque chose qui sera tout à fait bénéfique. Voilà, maintenant, recadrer plusieurs personnes passe beaucoup par le regard, par le corps, se tenir grand, droit, en vertu du fait que, je l'ai dit tout à l'heure, le visuel l'emporte largement sur ce qui est compris, sur les mots. Et donc, la communication non verbale est capitale pour les soignants. Et lorsque vous prenez la parole, lorsque vous faites une présentation au service, par exemple, eh bien, on va avoir besoin de quelqu'un qui dégage l'assurance. Et dégager l'assurance, eh bien, c'est soigner la communication non verbale, les gestes, la posture, le maintien, les expressions du visage, les déplacements. Tout ça va constituer votre communication non verbale et il va être important, lorsque vous faites une présentation, par exemple, eh bien, d'avoir des gestes relativement grands, d'avoir une respiration relativement complète, qui est à la fois abdominale mais aussi un peu costale, d'avoir un regard qui sait à la fois balayer son auditoire mais aussi fixer une ou deux personnes, lorsque notamment vous posez des questions ou lorsque vous voulez aller chercher votre auditoire. Et vous allez bien évidemment avoir besoin de parler plus fort, tout en gardant un rythme de parole relativement lent et avec donc une intensité un peu plus importante et une hauteur quelquefois qui a tendance à monter. Or, ce qui est important lorsque vous prenez la parole en public, c'est de garder toujours une hauteur à peu près moyenne, à légèrement un tout petit peu haute, mais pas aiguë, en tout cas en aucun cas. Voilà, si vous recadrez, toujours ne recadrer avec voix forte que sur une phrase très courte, ne pas
faire de longues phrases en intensité forte. Cela fatigue la voix et tout à fait préjudiciable et pour vous et pour le patient. Voilà, eh bien, je vous laisse vous entraîner. MGN vous accompagne dans votre vie au travail. Et voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous laisse réfléchir, vous entraîner. Je vous souhaite une très bonne continuation dans ce merveilleux métier de soins qui est le vôtre. Et MGN, sachez que MGN vous accompagne dans votre vie au travail afin de vous apporter le maximum de confort et de bien-être dans la réalisation de vos tâches professionnelles. À bientôt avec MGN pour de nouveaux webinaires.